Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV78. Les titres de ce lundi 25 septembre. Les élections sénatoriales ont livré leur verdict hier. Les noms des 6 sénateurs du département sont connus. Parmi eux, des nouveaux. Qui sont-ils? Quels sont les enseignements à tirer de ce scrutin dans le département? Chronique au début de cette édition. Elles sont le premier démonstrateur d'agriculture urbaine en économie circulaire. Les fermes en ville de Saint-Cyr-l'École ont reçu le prix Défi urbain qui récompense les projets de ville durable. Pour en parler, nous recevons Alexis Lefebvre, chef de projet à l'association Le Vivant et la Ville qui a lancé l'initiative. Enfin, du sport à la fin de ce journal avec un classique qui fêtait son 40e anniversaire. Le Paris-Versailles était au programme hier. Quelques 25 000 coureurs ont pris le départ de la compétition. Mais avant d'ouvrir ce journal, journée d'action aujourd'hui contre la réforme du Code du travail, mobilisation à l'appel de CGT et de FO avec des blocages notamment à proximité des dépôts pétroliers. C'est le cas à la raffinerie de Coignères où le mouvement a débuté peu avant 4 heures ce matin. Image de Patrick Jacques de Dixmude, 26 personnes syndicalistes, étudiants étaient présents. Mais pas de routiers. Les manifestants souhaitaient leur parler, mais empêchés par la police qui a fait évacuer les lieux vers 10 heures ce matin. L'idée de ce blocage filtrant initial, c'était de pouvoir discuter avec les routiers qui se rendaient sur la plateforme pour leur expliquer pourquoi c'était intéressant de se mobiliser actuellement, notamment à l'appel de la CGT et de FO dans leur profession. Et vu que les CRS ont bloqué la route et l'accès aux camions, on s'est retrouvé un peu tout seul sans pouvoir discuter avec les routiers. Dans l'actualité également, la rentrée du côté de l'Assemblée nationale. Les députés yvelinois de la République en marche étaient ce matin rassemblés à Maurepas pour une conférence de presse. Au programme, le point sur leur permanence, leurs différentes commissions, mais aussi le calendrier des lois à venir. Prochaine étape, le projet de loi des finances qui sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Écoutez à ce sujet Nadia Hay, députée de la 11e circonscription, membre de la commission des finances, au micro de Mélanie Poquet. Le climat social, ce qu'il faut en dire, c'est qu'il est provoqué par certains. Donc effectivement, Jean-Luc Mélenchon et son groupe La France Insoumise, qui ont décidé effectivement de créer des tensions pour perturber les débats. Donc comme à leur habitude, ce qui ne nous étonne pas puisqu'ils ont déjà procédé de cette manière-là au sein de l'hémicycle. Donc nous allons présenter ce projet, le mener jusqu'à son terme de façon très sereine, puisque nous savons qu'il est basé sur un triptyque gagnant. Alors le triptyque, c'est libérer, protéger et investir. C'était les dernières élections de cette année 2017. 170 sénateurs ont été élus ce dimanche 24 septembre. Dans les Yvelines, 6 sièges ont été pourvus. Le détail de ces résultats dans le département avec Nicolas Dandry de la rédaction de TV78. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Alors quels enseignements tirer de ces élections sénatoriales dans le département ? Alors je vous propose de voir les nouveaux sénateurs des Yvelines et c'est quasiment un grand chelem pour les Républicains. La liste de Gérard Larcher a obtenu 5 sièges sur les 6 renouvelables, une victoire logique au vu de la composition du corps électoral. Le président du Sénat a été réélu, tout comme Sophie Primas, un résultat salué notamment par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, sur son compte Twitter, comme vous le voyez à l'image. De son côté, La République En Marche décroche le dernier siège avec l'élection de Martin Levrier. À ce propos, écoutez Aurore Berger, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Elle était au micro de Mélanie Poquet. Ce qui n'était pas évident, c'est que nous, on réussisse à avoir des élus au sénatorial. Parce que La République En Marche, vous le savez bien, n'existait pas au moment des municipales en 2014, n'existait pas au moment des départementales ou des régionales. Donc, on a eu quand même des grands électeurs, des élus venant de la gauche, venant de la droite ou sans étiquette, qui ont fait le choix de La République En Marche. Nicolas, vous avez parlé de la droite, du parti présidentiel également, La République En Marche. Quel est le résultat de la gauche pour ce scrutin ? Alors rappelez-vous, Grégory, la gauche yvelinoise détenait 2 sièges au Sénat avant ce scrutin. Elle n'a pas réussi à les conserver, faute sans doute à la multiplication des candidatures à gauche. Le Parti socialiste arrive néanmoins en 3e position, mais elle n'a pas obtenu assez de voix pour obtenir un siège. Je vous propose d'écouter la sénatrice sortante socialiste Catherine Tasca. C'est certain que la multiplication des listes, c'est vrai d'ailleurs dans beaucoup de départements, a été mortelle.
il y a notamment à gauche un réflexe, je dirais, suicidaire, puisque toutes les formations concernées se sont trouvées dans l'incapacité de négocier des accords. Vous savez, moi, en 2011, j'ai fait ma liste avec l'ensemble des formations de gauche et le résultat était là. Parmi les nouveaux sénateurs, on retrouve également Michel Laugier. Effectivement, le président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a été élu sénateur dans la liste Les Républicains et il a déjà une idée sur la manière dont il va exercer son nouveau mandat. Écoutez-le. Moi, je compte ne pas changer. Je suis représentant des élus locaux et moi, c'est cette expérience-là que j'ai pu avoir à travers mes différentes fonctions qui va me permettre de pouvoir voter les lois, les améliorer et faire avancer notre pays. Du coup, Nicolas, c'est automatique avec la loi sur le non-cumul des mandats qui est entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Michel Laugier va devoir quitter ses fonctions de maire de Montigny-le-Bretonneux et également de président de l'agglomération. Alors, pas d'automatisme puisque la loi stipule que Michel Laugier dispose de 30 jours pour notifier sa démission au préfet. D'accord. Se posera alors la question de la succession de Michel Laugier à Montigny-le-Bretonneux et à la tête de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Dans l'après-midi, des voix se font déjà entendre. Le conseiller communautaire Othman Nasrou appelle, je le cite, à l'organisation d'une primaire interne au sein de la majorité afin de fixer les orientations de la seconde moitié du mandat communautaire. Fin de citation. Mais il y a déjà des noms qui circulent, notamment pour la présidence, celui du maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse, ou celui de la maire de Plaisir, Joséphine Conmans-Berger. Merci Nicolas. Et pour être complet sur ce sujet, un conseil municipal doit se tenir dans la soirée à Montigny-le-Bretonneux et un conseil d'agglomération aura lieu ce jeudi 28 septembre. Transport, la ligne 23 du réseau Phébus compte désormais un nouveau venu, un bus 100% électrique conçu par Alstom qui circule désormais sur le réseau reliant Vélizy à Versailles. Lancement ce matin pour une phase de test d'1 an, sujet de vous, Nicolas Dandry, et aussi de Camille Lambert. 12 mètres de long, 200 km d'autonomie et des allures de tramway, la mobilité s'offre une nouveauté plus écologique dans les Yvelines. 100% électrique, ce bus pourra transporter une centaine de voyageurs. Les premiers, et parmi eux le maire de Versailles, sont plutôt conquis. Il a tous les aspects d'un wagon de tramway, c'est-à-dire des fenêtres qui sont plus basses, donc une visibilité parfaite sur l'extérieur. Le tramway, c'était très séduisant, je dirais, il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, la vraie modernité, c'est d'avoir les avantages du tramway avec les avantages du bus. Et là, on en a la démonstration et donc on est très content de servir de lieu de démonstration. Un lieu de démonstration qui s'étend de Vélizy à Versailles sur la ligne 23 du réseau Phébus. Conçu par Alstom, ce bus nommé Aptis est une concrétisation de la région Île-de-France en faveur des transports. C'est la région qui a, à travers Île-de-France Mobilité, qui a investi dans ce premier prototype, parce que pour l'instant c'est qu'un prototype, on a la chance de l'avoir pendant 1 an en test grandeur nature. C'est un investissement de 600 000 €. Équipé d'une dizaine de packs batteries, le bus est rechargé tous les soirs. Son originalité, c'est 4 roues directrices à l'avant et à l'arrière. Elle change la conduite par rapport à un bus classique. Mahana Hori analyse sa prise en main pour former les futurs conducteurs. Il va falloir un gros temps d'adaptation au conducteur pour le prendre en main, parce qu'on n'a pas du tout le même positionnement sur la chaussée dû au fait que les roues sont sous nous, le cockpit conducteur est légèrement décalé vers le milieu, du coup on ne se positionne pas de la même manière sur ligne droite. Si le test est concluant, les premières livraisons de ce modèle auront lieu en 2019. Une ligne de bus qui, je le rappelle, relie Vélizy à Versailles. La Cité Royale qui accueille justement demain une conférence exceptionnelle. Créer du lien, c'est à partir de 19h au salon d'honneur de l'Hôtel de Ville. Événement organisé par le réseau Entreprendre Yvelines. Bonsoir Patrick Dohain. Bonsoir. Directeur de cette association. Avant de parler de cette conférence, Réseau Entreprendre Yvelines a été créé en 2009. Un acteur d'utilité publique. Quelles sont ses missions ? Alors, Réseau Entreprendre dans les Yvelines comme ailleurs, Réseau Entreprendre Yvelines est une association de chefs d'entreprise. Sa vocation est d'accompagner des créateurs et repreneurs de façon strictement bénévole et sans prise d'intérêt. Ce qui veut dire que les membres adhérents à l'association sont des chefs d'entreprise, des patrons de PME, des dirigeants de groupe, voire des professions libérales, qui adhèrent à
a un message fort qui est de considérer que un chef d'entreprise qui réussit a un peu plus de chance que d'autres, et donc il est sain de restituer à des plus jeunes, restituer un petit peu de cette chance à des plus jeunes. D'ailleurs, vous avez une conviction, c'est que pour créer des emplois, il faut aussi créer des employeurs. Absolument. L'objectif majeur de cette association, partout en France, c'est d'aider à la création d'emplois par la création d'employeurs. Dans les Yvelines, par exemple, depuis 2009, on a contribué à la création ou sauvegarde de un peu plus de 1200 à 1300 emplois, ce qui commence à être un chiffre un peu significatif dans le département. Alors, vous proposez aussi des accompagnements. Réseau Entreprendre Yvelines propose ces accompagnements. Quels sont justement ces accompagnements que vous pouvez proposer? L'apport que l'on fait aux créateurs d'entreprises, après les avoir sélectionnés et qualifiés, l'apport est de trois dispositifs. Le premier, c'est une aide financière par un prêt d'honneur sans intérêt, sans garantie, qui est apporté aux créateurs. C'est un prêt de 20 à 50 000 euros qui a pour objectif de créer un effet de levier par rapport à ses fonds propres. Puis la deuxième chose plus importante, c'est l'accompagnement par un chef d'entreprise en activité qui va rencontrer notre lauréat tous les mois de façon structurée pendant une période de 2 à 3 ans. Puis le dernier élément du dispositif, c'est qu'on réunit nos lauréats tous les mois de façon à leur permettre d'échanger sur tel ou tel thème ou de partager des bonnes pratiques et des expériences. Alors revenons-en à cette conférence demain, Créer du lien, qui est une première du genre pour Réseau Entreprendre Yvelines. Le réseau, le contact, le lien, oui, c'est quelque chose de primordial pour les chefs d'entreprise. Alors effectivement, cette conférence de demain soir s'inscrit dans le cadre du fil conducteur que l'on a retenu pour cette année 2017, à savoir créer du lien. Pourquoi créer du lien? On pense que c'est vraiment un fondamental pour nos jeunes entrepreneurs. Il faut créer du lien avec ses collaborateurs. C'est une façon de donner une âme à une entreprise en création. Il faut créer du lien avec ses clients, ses fournisseurs, de façon à instaurer la confiance, ce qui est indispensable au démarrage d'une activité. Puis créer du lien aussi avec ses banquiers et ses partenaires, dans la mesure où la transparence et la relation personnelle sont un élément de crédibilisation du projet. Donc c'est dans ce sens qu'on a retenu comme thème cette année le thème de créer du lien. Un mot pour terminer sur les deux intervenants de demain, deux invités de marque animeront cette conférence. D'abord Michel Podolak, qui est chef d'orchestre et conférencier. Pourquoi programmer un chef d'orchestre sur ce genre d'événement? Alors effectivement, dans le thème créer du lien, pourquoi un chef d'orchestre? Eh bien, si vous avez le bonheur de participer à cette conférence, vous pourrez le voir. L'idée de Michel Podolak est de considérer que des musiciens sont des individuels et que pour arriver à faire un orchestre symphonique qui ressemble à un vrai orchestre symphonique, il faut d'abord savoir créer du lien entre eux de façon à pouvoir les animer et les diriger. Et donc le deuxième invité, c'est Franck Pruvot, qui est un créateur non-voyant de l'entreprise Sensitive Ways. Et donc là, il va apporter, oui, on peut dire un point de vue original, un point de vue unique sur le sujet. Alors nous avons demandé à Franck Pruvot, qui est donc non-voyant, d'apporter sa vision du lien à créer dans les entreprises. Franck a choisi l'entrepreneuriat après avoir été major de HEC à l'âge de 21 ans. Oui. Il aurait pu... comme tous les majors de HEC brillants, aller dans un groupe du CAC 40 exercer ses talents. Il a choisi l'entrepreneuriat, ce qui n'était évidemment pas la chose la plus facile pour lui. Et cette conférence Créer du lien, c'est demain à partir de 19h au Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville de Versailles. Merci Patrick Dohain d'avoir été avec nous, directeur de Réseau Entreprendre Yvelines. Et pour plus d'informations sur l'association, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Comme chaque mois sur TV78, les dossiers thématiques de la rédaction. Cette semaine, nous nous intéressons au logement étudiant. Premier focus ce soir sur la cohabitation intergénérationnelle. Une personne âgée qui accueille un étudiant chez elle. Reportage de Nicolas Dandry. Elles cohabitent ensemble depuis 15 jours. Étudiante en licence d'environnement, Ambre s'est installée chez Lucille pour cette année scolaire. Un binôme formé par l'association spécialisée dans le logement intergénérationnel Ensemble de Générations. Elles sont toutes les deux assez indépendantes, mais je trouve qu'il y a déjà une belle connivence qui s'installe. Je sentais qu'elles pourraient très bien s'entendre parce que très ouvertes toutes les deux, très respectueuses du planning de chacun, et puis en se donnant des rendez-vous de temps en temps pour partager des dîners. Lucille prépare un voyage à Berlin. L'étudiante n'hésite pas à lui donner des conseils pour son séjour.
Ensemble de Génération a déjà constitué 650 binômes dans les Yvelines depuis la création en 2006. 3 formules sont proposées pour les étudiants et les seniors. Soit les étudiants sont logés gratuitement en échange de présence le soir et la nuit. Sinon, on a une autre formule où l'étudiant va rendre des services. Et là, le jeune va payer une petite participation aux frais d'usage d'environ 80 à 100 euros par mois pour couvrir les frais d'eau, gaz et électricité. Et puis une autre formule où le senior a besoin d'un complément de revenu, où il est content aussi d'avoir une présence dans la maison. Ambre a choisi cette dernière option. Elle paye un loyer inférieur à 300 euros. Alors j'ai choisi ce genre de logement parce que déjà, d'un point de vue économique, c'est beaucoup mieux. Et aussi et surtout, parce que ça me permet d'être en colocation avec quelqu'un et de ne pas être toute seule. L'étudiante dispose de son étagère dans la cuisine pour ses produits alimentaires. Dans sa chambre, elle a des meubles pour ranger ses affaires. J'ai fait ma déco perso, on va dire. Et j'ai aussi une petite salle de bain. Et ça, c'est super. Parce que j'ai aussi mon indépendance au niveau de la salle de bain. C'est juste quand je sors, je la préviens. Le week-end, comme ce week-end où je vais sur Paris, je la préviens aussi pour lui dire que je vais pas rentrer dans le week-end seulement dimanche soir. Bon, allez, Bon, et bah alors, bon week-end alors. Ouais. Merci. Vous revenez dimanche soir. Oui, je vous envoie un message comme d'habitude. Lucille va passer le week-end toute seule. Depuis 2010, elle accueille chez elle des étudiants pour l'association Ensemble de Génération. Je pense que c'est difficile pour eux aussi de se loger, bien que moi je n'offre pas un logement gratuit. Pour moi, c'est une bouffée de jeunesse. Ambre, depuis le peu de temps qu'elle est là, elle m'a déjà aidée sur Internet parce qu'on a eu des problèmes de connexion. Elle est beaucoup plus à l'aise quand je suis en lien avec les dépanneurs. Ambre a aussi aidé Lucille pour remettre en place la jardinière sur le balcon. En 2017, Ensemble de Génération a déjà formé plus de 75 binômes dans le département. À Plaisir, elles ornent désormais 3 immeubles du Valibou. Les fresques géantes ont été inaugurées samedi par la maire Joséphine Coleman-Berger, en présence notamment de Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines. Projet d'embellissement du quartier enfin terminé après un coup d'arrêt en 2015, faute de financement. Ces dessins muraux ont été menés par Cité Création en collaboration avec les habitants et des rénovations des immeubles du Valibou, intérieur comme extérieur, sont prévus jusqu'à la fin 2018. Toujours samedi, mais à Maurepas, où la ville s'engage pour son marché. Le maire Grégory Garestier et le conseil municipal sont venus à la rencontre des habitants et des commerçants. L'objectif, promouvoir la consommation locale. Afin de connaître les attentes de chacun, un questionnaire a même été distribué. C'est pour connaître un peu leurs habitudes. Combien de fois ils viennent par semaine? Est-ce qu'ils viennent le mercredi matin, le samedi matin ou 2 fois par semaine? Est-ce qu'ils viennent véhiculer? Quels sont pour eux les atouts majeurs du marché de Maurepas? Ce qu'il manque également, parce que l'objectif c'est de le dynamiser. C'est également d'enclencher, j'allais dire, une nouvelle dynamique sur ce marché, puisqu'il y a la concurrence, comme je le disais, qui se développe. Et l'objectif, c'est de rénover la halle et donc d'apporter un plus pour faire perdurer justement cet élément très dynamique pour la ville de Maurepas. Elles sont le premier démonstrateur d'agriculture urbaine en économie circulaire. Les fermes en ville de Saint-Cyr-l'École ont reçu le prix Défi urbain dans la catégorie Ville durable, nature productive, remis par le groupe InnovaPress. Il récompense les projets de ville durable. Le démonstrateur a été mis en place par l'association Le Vivant et la Ville. On en parle tout de suite avec Alexis Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet à Le Vivant et la Ville. Alors l'association est ce qu'on appelle une grappe d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, c'est des acteurs du monde du privé qui s'associent pour créer des innovations. Et on a à la fois des grands groupes et des PME qui, à la fois du monde, tous, je dirais, du monde du vivant, mais avec des complémentarités. C'est-à-dire qu'on a des experts du sol, des experts de l'eau, des experts agricoles. Et tout ça réfléchit ensemble pour développer des démonstrateurs. Mais tout ça dans quel but, du coup, est c'est objectif développer ces démonstrateurs? Le but de tout ça, c'est de créer des marchés. Et on est vraiment dans une grappe d'entreprise, dans une forme associative. Chacun donne de son temps, mais vraiment dans le but de créer des innovations pour ensuite atteindre des marchés et se développer un peu partout en France. Alors depuis 2014, Le Vivant et la Ville a mis en place ce premier démonstrateur d'agriculture urbaine à Saint-Cyr-l'École, qui est coordonné par le bureau d'études et mis en œuvre par les jardins de Galie. Quelle était l'idée finalement derrière au moment de cette création ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a au sein de cette gamme d'entreprise 4 acteurs qui se sont mis ensemble pour développer ce projet de démonstrateur. Ces 4 acteurs, c'est le Veolia, c'est Hydrasol, Sol Paysage et les Jardins de Galie qui sont mandataires. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'était de montrer que sur un terrain vague, une friche abandonnée, terrain vraiment laissé à l'abandon depuis plusieurs années, c'était possible de se remettre à cultiver et produire des tomates, des fraises, des framboises et d'avoir des activités complémentaires que je vais vous expliquer aussi. On va présenter ce site dans un instant. Alors, recevoir ce prix, du coup, Défi urbain, 3 ans après la mise en place de ce démonstrateur, j'imagine que c'est aussi une preuve du travail bien fait. C'est une forme de fierté pour toutes les équipes parce que c'est toujours sympa de se dire que les projets qui sont développés sur les Yvelines font référence et pourront peut-être demain être dupliqués sur d'autres territoires. Donc les projets agricoles, c'est des projets avec des pas de temps qui sont sur le moyen long terme. Donc 3 ans, ça paraît long pour des projets de start-up, mais en fait, c'est pas si long que ça par rapport à des temporalités agricoles. C'est juste le temps nécessaire pour avoir en fait 3 saisons de culture, 3 printemps successifs pour commencer à faire des premiers calculs et voir si le projet est duplicable. Alors, pour présenter le site, on est sur une parcelle réhabilitée d'environ 4 hectares qui était, vous l'avez dit, une ancienne décharge. Exactement. C'était quand on est arrivé ici, c'était des voitures abandonnées, des pneus, des déchets de béton, etc. Donc on a tout nettoyé, on a tout défriché. Et ensuite, on s'est retrouvé avec un terrain avec des montagnes russes dans tous les sens. C'est un travail qui a pris combien de temps, par exemple ? En tout, je dirais tout le projet a pris 2 ans à être développé. Et en 2 ans, on est passé du terrain vague à la ferme. Qui propose aujourd'hui 3 espaces. Qui propose 3 espaces, exactement. Donc le premier espace dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un lieu de production. C'est-à-dire que notre métier, c'est avec des gens de nos équipes, c'est de produire pour cueillir, pour vendre. Et donc tout est vendu en circuit court dans les villes en fait, aux alentours. Hein. Tout est principalement dans les Yvelines. Ça, c'est le premier métier. Le deuxième métier, c'est de la location de jardins. C'est-à-dire qu'on a 80 jardins mis en location, disponibles à tout le monde en fait. Oui. Vous louez 50 mètres carrés de jardin pour 50 € par mois et vous avez un petit lopin de terre. Vous venez cultiver, vous avez la possibilité de tisser des liens avec vos voisins de parcelle dans une ambiance qui est super sympathique et ça fonctionne super bien. D'accord. Et le troisième volet du projet, c'est une zone pédagogique pour faire découvrir au plus grand nombre ce que c'est que l'agriculture hors sol. Alors sur le premier espace de production maraîchère hors sol, il y a plusieurs productions, des fraises, des framboises, des tomates cerises, des herbes aromatiques. Quelle est la production, juste pour un ordre d'idée, par an on est sur quel tonnage ? Ce qu'on fait par an, c'est à peu près 20 tonnes de production. D'accord. 20 tonnes de production du mois de juin au mois d'octobre, principalement. Donc c'est 3-4 gammes de produits différents, tout vendu en circuit court. Donc je dirais que c'est un peu de la haute couture, c'est-à-dire que 20 tonnes, c'est quand même une production qui est non anecdotique. Et derrière, c'est des équipes qui sont là à les vendre, des indépendants, des restaurateurs, des entreprises de services, pour que tout soit écoulé au plus proche de nos bases. Un espace pédagogique aussi, c'est important de transmettre. Exactement. Et c'est bien la complémentarité des 3 métiers qui fait que le projet est développé dans l'agriculture urbaine et fait sens. C'est-à-dire qu'on a à la fois de la production, le projet est crédible parce qu'il produit, et donc c'est bien de l'agriculture. Le projet est dans la transmission parce qu'on a une zone vitrine avec des techniques qu'on fait découvrir à des scolaires. Et enfin, le projet est dans le partage parce qu'il y a toute cette zone de location de jardin où là, c'est les portes qui sont ouvertes et vous louez un espace et vous venez partager avec des gens qui sont passionnés comme vous pour le jardinage. Donc, dernière question, on l'a dit, cette initiative a bien sûr été valorisée par le prix Défi urbain. Quels sont les prochains objectifs pour les objectifs, c'est continuer notre essaimage, c'est-à-dire que montrer que cette solution fait sens par rapport à des friches. Vous avez aujourd'hui en France des territoires périurbains qui sont gangrénés par des friches. Je pense au nord de la France, je pense à l'Est, même à l'Île-de-France, où vous avez un certain nombre de friches importantes. Ces solutions créent de l'emploi sur le territoire. Ces solutions apportent de la valeur, dans le sens où vous avez un terrain vague non habité qui du jour au lendemain devient fréquentable par le plus grand nombre. Donc c'est tout ça qu'on veut essayer de dupliquer pour que d'autres Français puissent en profiter. Merci Alexis Lefebvre d'avoir été avec nous. Je rappelle, chef de projet à Le Vivant et la Ville. Et pour plus d'infos sur le démonstrateur Les Fermes en Ville, rendez-vous sur le site internet www.lesfermesenville.com. Du sport pour finir ce journal avec le mythique Paris-Versailles hier. La course à pied qui relie la Tour Eiffel à la Cité Royale célébrait cette année son 40e anniversaire. Au total, 25 000 courageux étaient au départ de ce 16 km très sportif. Michael Elmidoro sur des images de Patrick Jacques de Dixmude.
Dimanche 24 septembre, 10h, 25 000 concurrents ont pris le départ de la 40e édition du Paris-Versailles. Au niveau du tracé, pas de changement en 2017. Ce 16 km relie comme chaque année la Tour Eiffel à la Cité Royale, en passant par Meudon et la redoutable Côte des Gardes. Peu importe l'allure à laquelle on va, on est toujours en difficulté dans la Côte des Gardes. Parce qu'on perd un peu de vitesse, après il faut relancer. Mais c'est une super course, un super parcours, des supporters géniaux, donc moi j'ai adoré. Cette course, elle est à part, c'est une classique, elle est à part de toutes les autres, parce que c'est une course de ville, et à la fois on passe en forêt, on a de la côte, on a du dénivelé. C'est la meilleure course parisienne pour s'entraîner et pour faire des performances. Chez les garçons, l'Éthiopien Gethin Gedamou remporte cette 40e édition. Il réalise un temps de 52 minutes et 50 secondes. Le premier Français, Thierry Guilbaud, termine deuxième en 53 minutes et 12 secondes, après avoir mené une grande partie de la course. Toujours déçu de faire deuxième, mais voilà. Déjà en arrivant ici, je ne pensais pas faire deuxième. Il est plus fort, faut l'accepter. Mais je suis très heureux d'avoir fait deuxième derrière un Éthiopien, c'est bien, c'est très bien. L'Éthiopie réalise le doublé avec la victoire de Shaltou Dida Negassa en 58 minutes et 13 secondes chez les féminines. La sportive devance la Française Garance Blo de près de 2 minutes. Je suis absolument ravie et c'était pas un objectif, donc c'est une super surprise. Rendez-vous l'année prochaine pour une 41e édition. La compétition devrait une nouvelle fois attirer 25 000 concurrents selon les organisateurs, ce qui fait du Paris-Versailles l'une des courses les plus suivies en Île-de-France. C'est la fin de ce 7-8 journal. Retrouvez tous nos reportages et le replay sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Bonne soirée et excellente semaine à tous.